Alors que le Cameroun a perdu des ailes lors de la riposte au Covid-19, l'épidémie du choléra s'accentue depuis le début du mois de mars. Et la ville de Douala figure parmi les premiers de la classe en ce qui concerne ceux-là qui renferment plus de cas enregistrés. Dans la ville de Douala, comment donc on réussira à étouffer les foyers colériques? Que compte faire la communauté urbaine de la ville? Eh bien, dans cette édition spéciale, nous recevons le docteur Solé Jérémy, qui lui est épidémiologiste, mais aussi premier adjoint au super-maire. Le docteur Solé Jérémy est donc avec nous sur ce plateau. Merci d'être là. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, merci de m'avoir invité pour apporter un peu ma contribution pour éclairer les populations par rapport à la situation épidémique qui sévit dans notre ville. En date du 23 mars au 5 avril 2022, 226 nouveaux cas de choléra et 2 décès ont été enregistrés. La région du littoral est la première de la classe en termes de 2 décès, avec 126 cas, bien sûr, de cas de maladie. Docteur Solé Jérémy, comment explique un tel rebondissement? D'abord, il faut éclairer la population. Il faut savoir que le choléra est sévi dans notre ville depuis les années 71. C'était la première épidémie. Et que pour bien comprendre pourquoi l'épidémie est là, il faut comprendre ce que nous appelons les déterminants. Qu'est-ce qui fait que l'épidémie se soit incrustée chez nous? D'abord, il faut savoir que cette maladie, le choléra, n'est pas une maladie indigène, c'est-à-dire que pour une fois, elle ne vient pas d'Afrique. Mais le choléra a commencé par les Indes et il s'est propagé en Europe. Et nous avions à l'époque des étudiants Guinée-Conakry qui étaient en Crimée et qui ont attrapé le choléra. Ils sont venus en vacances en Guinée dans les années 70 et la maladie a éclaté. C'est la première fois qu'on l'avait en Afrique. Évidemment, c'est une situation inédite et nos systèmes de santé qui étaient précaires étaient dépassés. Donc, par le biais de la mer, parce que nous avons un endroit géographique qu'on appelle le golfe de Guinée, qui part de la Guinée jusqu'au Cameroun. La maladie est descendue. Et puis en 1971, nous avons eu une grande épidémie à Douala. L'île de Guévalais en a fait des faits. Et donc après, la maladie s'est installée dans notre environnement d'une manière endémique, c'est-à-dire que tout le long de l'année, nous avons des cas de choléra. On estime que chaque année, même s'il n'y a pas d'épidémie, nous avons à peu près 50 cas de choléra. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a des épidémies? Il faut bien comprendre les déterminants et c'est ça qui va nous permettre de comprendre aussi comment est-ce que nous avons lutté. D'abord, Douala est une ville basse, c'est-à-dire nous sommes au niveau de la mer. Et les évacuations d'eau sont faites à partir des canaux que vous voyez. Nous construisons des drains partout. Et l'exutoire de tout ça, c'est le bruit. La ville est tellement basse que les canaux la subissent l'influence de la mer. C'est-à-dire que de l'eau de mer monte. Et quand de l'eau de mer monte, les eaux dans les caniveaux deviennent ce qu'on appelle saumâtres, c'est-à-dire ils ont une quantité de sel. Et le sel et l'eau permettent la prolifération justement de cette affaire-là. Donc il y a aussi que nous sommes dans un sol sablo-argileux et la nappe phréatique est à fleur de sol et elle-même influencée par les mouvements de marée. Ça veut dire que s'il y a du virus, il peut se propager à travers le puits et il peut partir des latrines jusque dans les puits. Donc ça, c'est un peu les déterminants géographiques et géoclimatiques. Mais ce que nous avons remarqué aussi, c'est que depuis les années 70 jusqu'aux années 2000 quelque chose, la température de Douala est montée d'1 degré et la pluviométrie a baissé. Et lorsque nous faisons donc les épidémies qui apparaissent en croisant vers le courbe, on se rend compte que chaque année où la pluviométrie est inférieure entre 3000 et 2500 mm d'eau, l'année prochaine, entre le mois de fin mars, début avril, on a une épidémie de choléra. Bon. Il y a aussi maintenant des facteurs qui sont liés au comportement humain, disons à la démographie. Parce que la ville de Douala
le taux de croissance démographique est très rapide. Et il est tellement rapide que la structuration des quartiers ne suit pas par rapport à la rapidité d'installation. Et nous arrivons donc à avoir beaucoup de quartiers dans les bas-fonds où la canalisation, de ce qu'on fait des infrastructures socio-sanitaires, ne suivent pas. Et donc, effectivement, dans ces zones de basse altitude constituent effectivement des biotopes favorables à la multiplication des choses. L'autre déterminant important dans la ville de Douala, c'est ce que nous appelons le péril fécal. Parce que nous avons des quartiers, justement, ces quartiers spontanés, à peu près 7 maisons sur 10 n'ont pas de latrine. Donc les gens ont des espèces de réserves. Et lorsqu'il pleut un peu, on ouvre le contenu septique qui circule dans les canalicules du quartier. Évidemment, s'il est infecté, l'infection se propage. L'autre déterminant, c'est que dans la ville de Douala, bon, ça c'est des chiffres un peu anciens, disons, j'ai eu le privilège de gérer 2 épidémies de choléra dans cette ville parce que j'étais délégué de la santé. Nous essayons de comprendre l'environnement. On s'est rendu compte que Douala a un autre problème, c'est un déficit en approvisionnement en eau potable des populations. Oui. Parce qu'à l'époque, la société qui distribuait les eaux, qui s'appelait la SNE, avait à peu près 60 000 abonnements dans la ville de Douala. Et chaque abonnement nourrit à peu près 15 personnes. Donc si vous multipliez 60 000 par 15 et que vous divisiez ça par le nombre d'habitants de Douala qui était à peu près 3 millions, vous vous rendez compte que nous sommes peut-être 35% à avoir la possibilité d'eau potable. Et nous avions donc à l'époque recensé environ 75 000 dans la ville, les enfants de tout recensé, et il fallait les chlorider. Donc tous ces facteurs combinés ensemble font que dans notre environnement, nous avons le choléra d'une manière endémique, c'est-à-dire tout au long de l'année. Et donc, les facteurs qui favorisent l'explosion, c'est lorsque, effectivement, il n'y a pas suffisamment plu, et que maintenant, quand les petits pluies de mars commencent, tous les ans, le long des drains, ouvrent les contenus septiques, qui sont certainement souillés par le choléra. Tout ça se répand dans l'environnement. Les enfants jouant, certains faisant l'agriculture dans les drains, effectivement, l'épidémie explose. C'est pour ça que c'est toujours à ces moments. Et cette épidémie a 2 pics d'ailleurs. Nous sommes au premier pic parce qu'on a regardé les choses empiriquement à des groupes. Le premier pic, c'est au mois de mars, là, qui finit. Mais il y a un deuxième pic vers la deuxième moitié du mois de mai. Et c'est le pic le plus fort parce qu'il y a les petites pluies s'accentuent et les gens vident encore les contenus septiques. Donc tout ça fait que, bon, quand j'ai dit tout ça, vous allez comprendre que le choléra est plus le résultat d'un environnement dégradé. Hein, et ce résultat, il va se répercuter dans le service de santé, parce qu'en fin de compte, c'est la santé qui doit soigner, mais la santé s'épuise. En réalité, la bonne action aurait été que nous aménagions l'environnement, on restructure les quartiers, on fait en sorte que l'eau potable soit à la portée de tous. À la portée de tous, on fait en sorte que le péril fécal diminue, hein, et on fait en sorte que les eaux stagnantes ne soient plus. Et maintenant, il y a un autre facteur humain, c'est ce que les anthropologues nous ont permis de comprendre, parce que ce que nous appelons la retribalisation, qu'est-ce que ça veut dire chez les anthropologues? C'est-à-dire que nous sommes en ville, mais nous essayons dans la ville de reproduire exactement le mode d'habitat que nous avions dans nos villages pour avoir notre chaîne alimentaire complète. Bon, dans les villages, c'est des grandes concessions. Ici, nous sommes sur 300 mètres carrés. Mais dans les 300 mètres carrés, je veux faire l'habitat, je veux faire l'élevage des cochons, je veux faire l'agriculture. Et à un moment donné, les excréments humains, dans ces conditions, ne sont plus des déchets. Enfin, ne sont plus des choses détestables, mais c'est des choses qu'on conserve. Pourquoi? Parce que ça doit nourrir les cochons. Oui. Et les cochons eux-mêmes font des excréments qui doivent faire pousser le petit marché d'arbres. Et finalement, ça fait un cycle complet de vibrillion qui se maintient dans la population. Donc ça aussi, c'est des comportements qu'il faut attaquer. Comprenez donc que le problème est complexe. Si nous voulons éviter que notre système de santé se brise, parce que quand il est débordé, on essaye, il y en a beaucoup qui meurent, bon, le taux de létalité va être élevé, ce qui n'est pas souhaitable. Il faut donc que nous, les communautés, nous, les pouvoirs publics, on agisse beaucoup dans l'environnement.
c'est en aménageant l'environnement qu'on va finir le choléra. À la limite, pour une communauté, une des mairies comme nous pouvions un jour nous donner comme indicateur, parce que bon, ce qu'on remarque, c'est que pratiquement tous les 5 ans, la ville de Douala génère une épidémie de choléra. Oui. Ça veut dire que notre environnement est suffisamment dégradé du fait de la géographie et la géologie, mais du fait de la démographie et du fait de nos comportements. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se dire, si nous donnons comme indicateur que désormais nous avons 0 choléra, ça nous permet donc de déduire beaucoup d'activités sur le plan de l'approvisionnement en eau potable, sur le plan de l'aménagement de l'environnement, sur le plan de la maîtrise du périphéral. Et c'est tout ça là qui va faire en sorte que nous n'ayons plus de choléra. Et si nous suivons ces voies, nous aurons en même temps en train de lutter, mais aussi de résoudre les problèmes des plus modestes d'entre nous. Voilà un peu où se situe. Je voulais faire toute cette historique pour qu'on comprenne un peu comment peut s'organiser la lutte. Et voilà. Et puis, il faut rappeler également que la communauté urbaine de la ville de Douala s'est retroussée ses manches face à de telles situations d'urgence. D'ailleurs, hier, il y avait des assises au sein de cette communauté. Vous allez peut-être parler avec nous en exclusivité des grandes lignes. Bon, d'abord, je vais vous dire que les mairies, ça fait partie de leur mission, n'est-ce pas? Parce que le but ultime d'une mairie, c'est de faire en sorte que les conditions de vie des populations s'améliorent. Et les conditions de vie des populations s'améliorant, l'un des indicateurs, c'est effectivement faire en sorte que ces problèmes d'épidémie ne soient plus. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant le coronavirus, vous l'avez remarqué, l'action vraiment intensive et très, très, très forte de la communauté urbaine en symphonie avec les 6 mairies d'arrondissement. Donc, cette épidémie nous interpelle aussi très fortement. Donc, il y a des actions à court terme. Oui. Parce qu'il y a la maladie, il faut donc soutenir les services de santé pour que la maladie, pour que les soignants aient la possibilité de soigner. Bon, l'une des résolutions, c'est que dans les jours qui suivent là, nous les communautaires, c'est-à-dire la mairie de la ville et les 6 mairies d'arrondissement, nous allons aller soutenir les centres de traitement en apportant du matériel, les gants de soins, les masques, l'alcool, le gel hydroalcoolique, parce que ce gel est encore important, du savon pour laver les mains. Donc tout ça est en train de s'organiser dans nos magasins. Je pense qu'avant la fin de la semaine prochaine, nous ferons tout. Et c'est pas de la politique, mais c'est nos missions, nous allons le faire. Deuxièmement, je me souviens que lorsque je gérais l'épidémie de 2005, cette épidémie était tellement forte que je suis allé faire le plaidoyer chez le gouverneur, le président des autorités. J'ai éclaté en sanglots parce que je me suis à pleurer parce que j'avais l'impression que personne ne me comprend. Et ce jour-là, le colonel Etondeko était délégué du gouvernement. Il m'a amené dans son bureau, il m'a écouté attentivement. Et effectivement, lorsque la communauté urbaine est entrée dans la guerre, enfin dans cette lutte, nous avons pu maîtriser l'épidémie choléra. Donc c'est notre devoir, nous, d'entrer dans cette bagarre. C'est pour ça que bon, nous sommes déjà rapprochés de la communauté urbaine pour apporter déjà l'expérience. Parce que nous avons géré des épidémies, nous avons écrit des bouquins. Il faut déjà apporter cette expérience. Nous sommes en train de les soutenir. Dans les jours qui suivent, nous allons soutenir les centres de soins. Et dans les jours encore à venir, nous allons encore reprendre l'angle avec la délégation de la santé pour une meilleure organisation, pour permettre à nous, les communautaires, d'aller sur le terrain pour essayer de faire le volet de la maîtrise de l'environnement. Donc c'est la combinaison de tout ça qui va nous permettre de couper court l'épidémie de choléra qui sévit. Maintenant, lorsqu'on fait donc ça à court terme, parce qu'il faut gérer, il faudrait maintenant qu'on pense au long terme. C'est-à-dire que le but, c'est que les épidémies ne reviennent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que nous structurions d'une manière forte l'action sur l'environnement. Pour éviter le péril fécal, pour éviter la stagnation des eaux saumâtres, pour éviter que nos comportements en fonction de nos croyances et toute l'anthropologie qui fait la retribalisation, qu'on casse tous ces cycles-là.
tel que, nous n'ayons plus ce genre d'épidémie à plus ou moins long terme. Donc voilà les deux volets de l'action. D'accord. Il est donc question de réduire, voire d'éteindre les foyers cholériques dans la ville de Douala, qui figurent, comme je le disais à l'entame, parmi les premiers de la classe en ce qui concerne ceux-là qui renferment le plus de cas de contaminés. On parle là en date à peine la fin du mois dernier, au 5 avril, peut-être qu'il y a de 2 à 3 jours. On parle quand même de 126 cas et 2 décès par la suite. Maintenant, la question peut-être que j'aimerais vous poser, docteur Soley, on reste toujours dans aussi bien dans votre casquette de médecin que dans votre casquette de premier adjoint à la Supermairie. Alors, je dirais, est-ce que le ministère de la Santé publique travaille en cohésion avec vous, ou alors est-ce que les communautés urbaines travaillent en cohésion parfaite avec le ministère de la Santé publique au Cameroun afin vraiment d'étouffer ces foyers colériques? Bon, d'abord, si vous avez bien suivi mon raisonnement au début, le choléra, évidemment, on parle du ministère de la Santé parce que c'est lui qui soigne les malades. Vous allez dire que c'est une maladie environnementale. C'est très important, oui. C'est extrêmement important. Et lorsque toutes les forces ne se conjuguent pas, nous allons épuiser le système de santé parce que lorsque le choléra dit qu'est-ce qu'on fait? On vient dans un hôpital, on réquisitionne un bâtiment. Donc, les hypertendus, tout ça là, ils doivent d'abord être à côté. Donc, parce qu'il y a une priorité. C'est des choses qu'on ne doit plus voir. Donc, il faut que toutes les forces qui doivent concourir en synergie, c'est-à-dire quoi? Le ministère de la Santé va attendre les malades pour les soigner. Il va aller dans l'environnement pour nettoyer un peu. Il va aller dans l'environnement pour donner peut-être l'antibiothérapie de prophylaxie. Mais maintenant, nous autres, c'est-à-dire le ministère de l'eau et de l'énergie, doit se débrouiller pour que l'eau potable soit. Oui. L'eau potable soit. Donc, le ministre de la Communication doit se débrouiller pour que les citoyens soient bien éclairés et qu'il y ait une éducation pour changer le comportement. Et donc, à l'époque, nous avons même mobilisé les forces armées parce que l'armée nous a donné 300 gendarmes militaires tous les jours parce qu'il fallait aller vraiment lutter contre l'épidémie, aller chlorer le pays. Nous n'avions pas ces moyens. Donc, autour du gouverneur, tout ça s'est mis en mouvement. Et c'est pour ça que je dis le choléra est un indicateur qui montre que notre environnement est dégradé. Et si l'environnement est dégradé, évidemment, ça frappe qui est le plus pauvre, le plus humble d'entre nous. Donc, nous avons le devoir, n'est-ce pas, de mobiliser toutes ces énergies. Et maintenant, les communes, nous allons aussi faire avec nos moyens. Évidemment, les communes n'ont pas les moyens illimités. Nous allons faire avec nos moyens pour que, de toute façon, le cycle s'arrête. C'est lorsque nous maîtrisons l'environnement. Il n'y a rien à faire. Donc, le ministère de la Santé fait ce qu'il fait. Mais nous avons tendance à ne parler que de lui, alors qu'il y a d'autres ministères, justement. Il écope en réalité des échecs de tout ce que nous n'avons pas fait dans l'environnement. Oui. Et lui, il est en train de s'épuiser. Donc, nos personnels, on ne les a pas applaudis comme on devait le faire, le faisant enfant. Non, on devait applaudir parce que le personnel santé a agi. D'ailleurs, les premières victimes du coronavirus, c'est des médecins. Oui. J'ai là-dedans des jeunes confrères que j'aimais beaucoup. C'est des choses extraordinaires. C'est nos infirmiers. Ils sont épuisés. Ils sortent d'un épuisement et rentrent dans un autre. Parce que nous, on doit agir dans l'environnement pour que notre hôpital soit, comme je dis, le moins sollicité possible pour que toutes les maladies, en dehors des épidémies, bénéficient des moyens de l'hôpital. Alors c'est un concours, tout le monde doit concourir, pas seulement le ministère de la Santé. En effet, il y a donc le ministère de la Santé, les communautés urbaines, il y a également, disons, le ministère de l'eau et de l'énergie, il y a même le ministère de l'habitat, il y a tellement de ministères qui doivent travailler finalement en cohésion, en synergie parfaite pour pouvoir régler ce problème. Parce que si, il faut dire que la ville de Douala figure encore parmi les premiers de la classe en termes de promiscuité, en termes d'insalubrité. Peut-être qu'il faut plus que des sensibilisations. Finalement, il faut peut-être des actions fortes sur le terrain. On a parlé de construction de drains, on a parlé de désenclavement, on a parlé de tellement de choses, mais
Là, aujourd'hui, on parle plus de sensibilisation parce qu'il s'agit d'une maladie, mais est-ce qu'il n'en faut pas plus? Ben, d'abord, bon, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais la communauté urbaine de Douala, toujours en synergie avec la mairie d'arrondissement, on fait beaucoup. Bon, vous savez peut-être pas que nous avons construit presque 250 km de train à Douala, de vrais trains. Et avec toujours le travail de Sisyphe, dès que vous formez, les gens viennent s'installer, on est tout le temps en train de les casser. Si vous avez remarqué les inondations, la saison de pluie passée en dehors de la sortie du Mbanya, mais les zones inondables comme les Mambanda et tout, on n'a pas beaucoup fait parce qu'il y a un travail en permanence. Et ce travail, on doit le faire parce que justement, la situation géo-hydrologique de Douala, la ville est basse et la nappe phréatique est à fleur de peau. Donc nous sommes obligés de travailler. Mais maintenant, ce travail de la communauté urbaine, il faut quand même que nous, les citoyens, on se rende compte que les drains sont un bien commun. Vous savez, c'est ça le problème à Douala. Dès qu'on a construit un bien, tout le monde s'installe. Dès que vous faites une route, elle devient un marché. De sorte que pour voir qu'il y a des routes à Douala et beaucoup de routes, il faut peut-être aller à Douala, rouler vers le dimanche vers 5 heures du matin. Quand tout est mis, c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, on a une belle ville. Donc, nous interpellons beaucoup nos citoyens. Évidemment, il nous arrive de faire des actions fortes. C'est indispensable. Mais nous aurions voulu ne pas être obligés de faire ces actions fortes parce que tous les citoyens auraient compris que tout ce qu'on fait, c'est le bien public. Et que le comportement de moi, c'est-à-dire que je pense seulement quelqu'un qui fait du maïs sur le trottoir, comme on fait. Tous les pots de maïs sont mis dans le caniveau. Quelques heures plus tard, le caniveau est bouché. Lorsqu'il pleut, l'eau n'arrive plus à passer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle inonde. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle déborde dans le quartier, fait des petites flaques. Des petites flaques qui vont faire le nid des anophèles, qui vont faire des enfants, qui vont nous infester en paludisme. Donc c'est parce que je vends les maïs égoïstement sur le caniveau. Regardez tout ce que je peux faire pour la population. Donc il faut qu'on le comprenne. C'est pour ça que ce genre de mission est importante, pour que les populations prennent conscience que tout ce que nous faisons est un capital commun. Et ce capital, si on le garde bien, c'est pour le bien-être de nous tous. En effet. Alors, vous avez tendance à dire que vous avez vécu de grandes épidémies. J'aimerais que l'on revienne sur quelques années fortes, par exemple l'année 2004, l'année 2003. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes mesures modernes, par exemple, qu'aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer les crises avec les moyens d'antan? Oui. Disons que l'épidémie, c'est une situation de temps. Ce n'est pas un jeu vidéo, hein. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut bâtir des logiciels, non, c'est sur le terrain. Avec les moyens de bord, on observe. Par exemple, moi, j'ai donné plein de conseils à nous. Bon, on arrive d'abord à une épidémie, ça a commencé. Le premier problème qui se pose à nous, c'est de dire quel est le modèle. Nous sommes dans une épidémie urbaine. Bon, nous avons eu des partenaires, Médecins sans frontières qui arrivent, qui nous dit, monsieur le délégué, moi je veux prendre le stade omnisport, voilà, je mets des tentes comme des camps de réfugiés, et je prends tout le monde. Et je leur ai dit, écoutez, comme on est un pays, vous ne pouvez pas venir faire ce genre de choses ici. Je me suis opposé, l'équipe qui était à la délégation. Nous leur avons dit, nous avons 18 districts de santé dans notre environnement. À Douala, il y avait 6 districts. Chaque district a un hôpital, et puis on prend les confessionnels. Nous avons organisé la lutte sur le plan hospitalier tel que celui qui est malade n'a pas plus de 30 minutes de marche pour arriver dans un centre de santé. Sinon, si on concentrait tout dans le stade d'abord, ça fait des images de locaux, c'est n'importe quoi. Vous partiez donc de Boninda, vous traversez toute la ville en faisant caca jusqu'à vous avez le temps de continuer tout le monde. Donc nous avons pris un modèle d'abord qui dit que nous nous mettons tous dans la bagarre. Oui. Nous avons donc installé des centres de soins que nous avons imaginés, parce que dans le centre de soins, il faut d'abord un bon isolement. Il faut que là-dedans, il y ait l'hygiène, il y a la possibilité de soigner les malades. Bon, on a inventé des choses simples, c'est-à-dire que il faut mesurer, par exemple, le degré de déshydratation de personne. Comment ça se mesure? C'est parce qu'il faut mesurer et peser les sels qu'il fait. Maintenant, par rapport à son poids, vous devisez ce qu'il faut lui mettre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le lit d'hôpital, on a fait un trou dans le matelas,
Et puis, en bas, on a installé un seau gratuit. Bon, il fait les sels, et puis nous, on compte. C'est les moyens de bord. Maintenant, il faut laver les mains. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de l'eau de javel, on a fait des solutions antiseptiques, on a percé des trous, on a mis le robinet. Voilà. Maintenant, pour réhydrater, nous avons les perfusions, mais à un moment donné aussi, il faut réhydrater par oral. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'eau de la SNEC, on la fait bouillir, on la chlore à 0,02%, et puis il y a un grand tonneau, les malades ouvrent, bon, enfin. Et puis maintenant, sur le plan du suivi épidémiologique, il faut inventer les choses. Il fallait regarder comment l'épidémie évolue sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'un cas avait pas, et puis on va le trouver. On a inventé d'abord les fiches linéaires, et puis deuxièmement, nous avons inventé une carte. Nous avons pris la carte de Douala, nous l'avons posée sur la table. Chaque fois qu'il y a un cas, on met une épingle à cet endroit, et quand c'est 10 cas, on enlève l'épingle blanche, ça devient bleu. Quand c'est 50 cas, c'est l'épingle violet. Quand c'est 100 cas, c'est... Et puis, comme ça, avec les yeux, nous voyons l'épicentre, nous voyons là où les choses se développent. Et lorsque la concentration est forte, on descend donc sur le terrain pour voir exactement qu'est-ce qui détermine l'épidémie dans ce moment. Et on casse la chaîne. Donc ça a été d'abord un travail de... Nous étions peut-être plus jeunes, et nous étions une question d'engagement. Oui. Et d'utiliser pleinement les moyens qui sont sur le terrain pour le faire. Bon, on n'a pas besoin d'hélicoptères. Bon, maintenant, c'est des hélicoptères. Bon, ok, d'accord. Et l'autre problème, c'est que nous avons dit, chaque cas a 2 prises en charge. La première prise en charge, elle est médicale, avec les médicaments, les perfusions, tout ce que vous voulez. Et la deuxième prise en charge est sociale. Parce que si on dit un cas, on va dans le domicile de cette personne. Et puis on prend les 25 maisons qui sont autour, parce que nous supposons que c'est cas contact. On nettoie la maison à l'eau de javel, on neutralise les latrines, on clore le puits, hein, et puis on donne la chimioprophylaxie à ces gens-là. Et ça, c'est donc la prise en charge sociale. Et maintenant, nous avons notre troisième prise en charge, c'est la prise en charge de l'environnement. Parce que autour du cas, parce que quand quelqu'un a le choléra, lorsqu'il fait des selles, il est capable de libérer, bon, des chiffres inimaginables, 10 puissance 13 bactéries par jour. Donc une seule personne peut contaminer tout le quartier. Donc quand c'est ici, il faut que tous les petits canalicules autour du quartier soient neutralisés. C'est donc en utilisant ces moyens de bord et la bonne volonté, bon, maintenant, il fallait neutraliser les drains. C'est avec quoi? Avec le chlore. Ben, on nous a appris en chimie que lorsque vous prenez la chaux wash là, vous le mélangez avec le sel, oui. Vous mettez de l'eau, ça libère du chlore, c'est ce qu'on a utilisé. Ça nous a permis de neutraliser les... Et puis maintenant, nous avons vu les études, les données météo, comme je vous ai dit, on a mis les observatoires en place. Lorsque, à la fin de l'année, nous allons à la météo, ils nous disent la pluviométrie, ils nous disent la température. On sait que s'il a plu entre 2500 et 3000 millimètres d'eau, on sait que l'année prochaine, il y aura épidémie. On se prépare. Au mois de début, fin janvier, on commence à neutraliser les latrines. Donc lorsqu'ils vont les ouvrir, au moins la latrine est neutre. Et puis ça évite les cas. Voilà un peu comment nous avons géré les choses à l'époque. Et donc nous avons pris la peine d'écrire tout ça, de garder toute cette expérience. Bon. Et puis maintenant à l'hôpital aussi, parce que pour suivre l'épidémie, il faut voir comment ça évolue. Mais ce qui est important aussi, c'est le nombre de gens qui meurent, parce que c'est ça le problème. Donc, il fallait aussi gérer la mort. Gérer la mort parce que pour nous, si tout est bien fait, on ne devrait pas mourir. Donc, chaque fois qu'il y avait un mort dans un centre, nous avions ce qu'on appelle l'enquête de létalité. On descend, on fait le tribunal, on examine le dossier, qu'est-ce qui est passé. Et souvent, ça nous permettait de corriger les choses pour éviter que les morts ne viennent. Après, maintenant, il faut enterrer les morts. Parce que ce qu'il faut dire d'une manière claire et nette, c'est que le corps de quelqu'un qui est mort de choléra est extrêmement contagieux. Donc, il faut que ça, c'est clair et net. Il faut que les familles sachent qu'ils ne peuvent pas manipuler ce corps. Donc, on est obligé de faire un traitement de ce corps et l'enterrer d'une manière sécurisée pour qu'il n'y ait pas de polémique. Vraiment, il faut le savoir. Parce que nous avons dans l'expérience décrit des corps qui sont partis ici clandestinement, et qui sont allés dans les régions de l'Ouest où il y a une pratique traditionnelle d'autopsie traditionnelle. C'est des pratiques ancestrales, on les respecte. Mais dans ce cas-là, on a eu l'hécatombe dans une famille
Donc, donc il faut absolument que l'enterrement soit sécurisé pour que ça n'apporte pas des produits. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures, plus maintenant l'action de la communauté de Douala avec le colonel Eton Dekoto, qui est une action déterminante, une action tellement forte que c'est ça qui nous a permis non seulement de maîtriser l'épidémie, mais de travailler sur l'environnement et d'éduquer les populations autour à neutraliser leur latrine, à potabiliser l'eau et à chlorer leur poulet. Bon, c'est ce qui nous a permis d'une manière un peu durable de gérer les choses. Voilà. Et vous parlez là de faits qui se sont produits à un moment où il n'y avait pas ce boom démographique dans la ville de Douala. Alors c'était un peu plus évident. Et à vous entendre, il y avait également cette volonté de se surpasser parce qu'on était jeunes à cette époque-là. On avait plus de volonté à implémenter les choses de manière quand même froide, il faut le dire comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose, mais est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demandait de reproduire ce schéma, selon lequel vous comptiez les nombres de cas, selon les couleurs, par exemple, des épingles, retourner dans les domiciles, visiter, nettoyer avec de l'eau de javel et tout, c'est quelque chose aujourd'hui quand même que vous ne pouvez plus faire de la même manière, parce que si à l'époque c'était 75 000 puits et qu'aujourd'hui on en a 175 000 par exemple, l'action ne sera pas la même poigne. Non, les principes sont les mêmes. Oui. Quel que soit. Bon, à l'époque aussi, quand nous on est nés à Douala, on était 150 000 habitants. Hein? Mais quand on faisait l'épidémie de choléra, on se bouchait déjà vers les 3 millions d'habitants. Donc peut-être qu'il y a plus de quartiers spontanés aujourd'hui, mais les déterminants restent les mêmes. Et à l'époque, nous avions 6 districts de santé à Douala, il y en a 10. Donc la population est de plus en plus encadrée. Donc d'abord, il faut dire que ma conception de médecin, le médecin est au service de l'autre. C'est ça le médecin. C'est-à-dire que tu souffres, je ne veux pas savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as. Je dois être empathique et agir, c'est ça la médecine. Enfin, les jeunes qui prennent ce métier doivent savoir que c'est ça. S'ils ne savent pas que c'est ça, qu'il a ouvert une boutique de bananes au marché, il aura beaucoup plus d'argent. Et de deux, la fonction publique. D'ailleurs, c'est les enfants qui disent ça bien. C'est un civil servant. C'est le serviteur, c'est-à-dire que c'est un choix. Quand je suis fonctionnaire, j'ai pris le choix de me mettre au service de la communauté nationale. Oui. Donc, dans ma responsabilité, que ce soit la médecine, je dois tout mettre en œuvre pour qu'il y ait des résultats. C'est tout ce qui nous animait. Bon, on était peut-être plus jeunes, mais même si on est vieux, même si on me redonnait dans la vie, je fais la même chose. J'utilisais la même énergie. Je n'ai peut-être pas la force de courir pareil, mais les principes sont les mêmes. C'est-à-dire qu'un cas, il faut le prendre en charge médicalement, il faut le prendre en charge socialement, il faut prendre en charge dans l'environnement. Et l'autre principe, c'est que nous, les autorités publiques, nous devons maintenant comprendre bien les déterminants et travailler en amont pour que les épidémies ne viennent plus épuiser notre système de santé et faire des morts qui sont regrettables qu'on aurait évité l'environnement. Donc les principes sont les mêmes. Maintenant, vous allez me dire que oui, d'accord, on n'était pas le même dans la corruption, mais à l'époque, le budget de la santé, c'était 70 milliards. Maintenant, c'est 270 milliards. C'est multiplié par 5. Et donc, à la limite, l'État a donné des moyens en fonction de la population et des choses qui pourraient tout aller. Maintenant, à l'époque, on utilisait des épingles parce que les GPS n'existaient plus. Mais vers la fin, nous avons quand même réussi à faire les coordonnées GPS parce qu'à vous arriver, on a eu le cours à département de géographie de l'Université de Douala, qui nous a permis d'avoir une carte électronique. Maintenant, le GPS et le smartphone, on a eu besoin. On avait dit qu'eux, ils ont même plus de moins de chacun de un téléphone portable. C'est une question, mais c'est une question d'organisation. C'est-à-dire que la lutte contre une épidémie est une organisation quasi militaire. Si vous n'êtes pas bien organisé avec la discipline qu'il faut, on peut vous donner tous les moyens du monde, vous n'y arriverez pas. C'est une question d'organisation. Donc, quand l'épidémie s'éclate, premièrement, organisation, comment on coordonne ça? Premièrement, coordination administrative. Donc, il faut placer ça sous l'autorité administrative la plus élevée. Parce que, si vous, dans le département, si c'est le préfet qui coordonne l'affaire, s'il vous faut des militaires, le préfet appelle militaire.
Si ça éclate au Cap Cameroun, il vous faut la marine, le préfet l'appelle. Hein? Si dans le quartier Mambanda, il n'y a pas d'eau, il faut maintenant qu'on mette des vessies souples, parce que c'est ce qu'on a fait aussi parfois. Les pompiers apportent des vessies souples de 10 mètres cubes, on les remplit, on pose le quartier, on met des canaux, et les gens boivent l'eau et on les... Alors, c'est le préfet qui peut coordonner en coordination administrative. S'il faut que le délégué des mines creuse un puits, c'est le préfet. Il faut que ça coordonne de lui. Oui. Deuxièmement, il y a donc une coordination technique, parce que c'est autour du préfet aussi que les maires s'agglutinent pour commander tout ça. Maintenant, il y a donc une coordination technique qui est la coordination médicale, où le délégué de la santé coordonne avec les chefs de district. Et dans chaque district, il y a encore une petite coordination où le district lui-même coordonne avec ses aires de santé. Donc, si on n'a pas cette coordination quasi militaire, on n'y arrive pas. Et cette coordination permet de gérer les moyens, parce qu'avec le préfet ou le gouverneur, même quand il faut toucher le ministère ou le Premier ministre, ils savent le faire. Hein? Et nous, les techniciens, on fait notre boulot. Il y a la commune qui appuie tout ça. Si on n'a pas cette organisation, parce qu'à la base, c'est ça qu'il faut. Après, tout le reste va découler. Même les gens qui viennent, Médecins sans frontières, Médecins du monde, il faut qu'ils rentrent dans la coordination. C'est-à-dire qu'ils prennent en charge des choses bien définies, parce que c'est ce que la coordination demande. Il ne s'agit pas d'aller sur le terrain, chacun dans son sens, et puis de sortir à la télévision, de transpirer et montrer qu'on est en train de faire. Ce n'est pas ça. Vous tirez à bout portant depuis votre prise de parole sur les Médecins sans frontières. Peut-être qu'il faudrait aussi prendre en compte les contextes. Parce que Médecins sans frontières est une association importante qui vient vraiment, ils ont la capacité de se projeter lorsqu'il y a des problèmes. Mais l'association n'étudie pas suffisamment les contextes des pays. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des schémas. Oui. Ils veulent mettre ça en place. Donc c'est pour ça que vous devez avoir réfléchi, tel que quand ils viennent, l'énergie, parce qu'ils apportent beaucoup d'énergie, que cette énergie entre dans un canevas bien organisé. Parce que aussi, la vérité de tout ça, c'est qu'une épidémie doit à la fin, laisser des connexions dans le pays. Vous comprenez? C'est-à-dire que si jamais des gens venaient en hélicoptère, placent un truc, vous mettent dehors, ils soignent tous les malades, ils finissent, ils s'en vont. Qu'est-ce que vous aurez retenu dans votre pays pour les épidémies prochaines? Nous, on a pu faire ça. C'est pour ça qu'on a écrit des petites choses. Quand ça vient, je mon ordinateur, je donne aux jeunes. Voilà l'expérience. Eux-mêmes s'en approprient. Oui. Ils améliorent ça en fonction de l'époque. Et puis donc c'est important que cette expérience reste dans le pays. C'est ça qui va faire que nos jeunes, toute la chaîne médicale qui se succède, parce que c'est comme ça, les ouvriers se succèdent et se relèvent. Il faut que l'œuvre continue, chacun fait son métier au moment où tu parles. Il faut, avant de partir, avoir transmis l'expérience. Donc si on n'a pas acquis l'expérience, parce que nous avons travaillé nous, à chaque épidémie, on va attendre que les autres viennent. C'est ça le problème. C'est pour ça que je parle. Médecins sans frontières, non, je n'ai aucune guerre contre eux, j'ai bien travaillé avec eux. Là, ils m'ont fait le forage à Panda parce qu'ils avaient l'énergie. Mais ils ont bien travaillé parce qu'enfin, ils étaient dans une coordination qui est la nôtre, nous, les Camerounais. Parce qu'on a nos problèmes. Ils suivaient une direction bien définie. Bien définie, voilà. Tout simplement. Ouais. Allez, merci, Docteur Soleil. Peut-être on va sortir avec deux dernières petites questions. L'avant-dernière sera peut-être la question budgétaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau du budget au Cameroun, pour contenir les maladies, les épidémies comme celle-là, il est suffisant ou alors les sommes faramineuses ne réussissent pas à implémenter suffisamment de choses pour lutter, disons, parce que vous avez parlé tout à l'heure de chaque 5 ans, par exemple, qu'on a une épidémie. Disons qu'en 2022, nous sommes d'ici 2026, d'ici 2027. Voilà. Est-ce qu'on aura l'occasion, la possibilité de contenir cette épidémie selon le budget qu'on a reçu 5 ans plus tôt? Bon, d'abord, le budget est un moyen, vous comprenez? Donc, si vous avez le budget sans avoir réfléchi à quoi ça sert à rien. Le budget ne sert jamais à rien. Le budget est un moyen. C'est-à-dire que quand vous avez, on vous donne des moyens humains, des moyens, on vous donne l'argent. Donc, si l'argent n'a pas une destination bien précise, il ne sert à rien. Donc, une épidémie, disons dans le cas du choléra, comme j'ai dit, lorsque l'épidémie éclate, c'est une question d'organisation d'abord. Deuxièmement, une question de synergie. C'est-à-dire tous les acteurs doivent se mettre autour d'un programme commun pour y aller. Deuxièmement,
ce que j'ai dit, c'est que l'épidémie de choléra est un indicateur que l'environnement de nos villes est dégradé. Donc il faut précisément connaître les déterminants et faire en sorte qu'un travail en amont se fasse de toutes les autorités, chacun dans son domaine. Le ministère de l'eau, le ministère de l'habitat, la mairie, l'administration, parce que l'administration, c'est même l'acteur le principal, parce que vous n'avez pas l'impression comme ça, mais c'est eux qui savent mobiliser les populations, les chefs de quartier. Oui. Si vous ne passez pas par le sous-préfet, bon, vous pouvez toujours s'en. Donc, il faut que tout ça se mette en synergie. Et donc, c'est ça qui va faire que, parfois, le problème, c'est que les budgets sont gros et il n'y a pas de résultat parce qu'il n'y a pas de synergie, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de ligne tracée. Mais quand les lignes sont claires, chacun connaissant son devoir et chacun connaissant son obligation de s'engager en tant que fonctionnaire pour le bien public, vous allez voir qu'on n'a pas besoin de gros budgets pour réaliser des choses. En ce moment, on sera efficient. Efficient, c'est-à-dire qu'avec le peu que nous avons le plus grand résultat possible. C'est ce qu'il y a pour rechercher. Voilà. D'accord. On termine en parlant des différents conseils que peuvent appliquer les populations, les habitants aussi des quartiers touchés directement, que les quartiers qui ne sont pas encore touchés par la maladie, docteur Soleil. Voilà. Donc il y a que le choléra, pour résumer, c'est un vibrio cholérique qui se transmet essentiellement d'homme à homme. Ici, il n'y a pas d'animaux qui le transmettent, ça c'est d'homme à homme. Il faut savoir, premièrement, il y en a qui disent que c'est la maladie des mains sales. Donc, il faut laver les mains. Laver les mains à tort et à contre-temps. Il faut laver les mains. Et maintenant, sachez que les mesures barrières lavage de mains avec le gel hydroalcoolique sont aussi valables pour le choléra que ça l'était pour le coronavirus. Il faut laver les mains. Deuxièmement, je vous ai dit que l'homme contaminé, parce qu'on peut avoir le vibrio sans faire la maladie, encore. Mais lorsqu'il fait des selles, il libère jusqu'à 10 puissance 13, c'est des milliards de germes. Ça veut dire que moi, qui fais des selles au quartier, derrière la maison, il suffit de regarder comme ça, je m'accroupis, je fais des selles. Je suis en train de larguer dans l'environnement des milliards de vibrions qui peuvent contaminer les enfants qui jouent. Donc le comportement, le périfécal est très important. Oui. Deuxièmement, ou troisièmement, le choléra, c'est la maladie de l'eau qui n'est pas potable. Bon. Maintenant, il y en a qui bénéficient de l'eau de la Séné, d'autres pas. Si je dois boire l'eau du puits, il faut la potabiliser. Deux manières. La manière la plus simple, c'est de faire bouillir l'eau. Je prends le seau d'eau dans le seau d'aluminium, je le mets sur le feu, et quand l'eau commence à bouillir, je compte 15 minutes. Et quand elle a fini de bouillir 15 minutes, je la descends. Je la mets dans un couvercle bien propre ou dans un canari ou n'importe quoi, et je peux la boire. Parfois aussi, lorsqu'elle a refroidi, je mets un bâton propre, j'agite. Agiter l'eau, c'est pour la réoxygéner, et elle a encore bon. Oui. Donc l'eau, oui. Deuxième manière de potabiliser l'eau, c'est avec l'eau de Javel. Hein? C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, la cuillère avec laquelle on mange. Une cuillère à soupe d'eau de Javel dans 20 litres d'eau. C'est pas beaucoup, hein, c'est peu, mais ça suffit. Parce que quand vous mettez beaucoup, vous fabriquez plutôt autre chose. Une cuillère à soupe de Javel dans 20 litres d'eau, on agite, on garde le récipient pour qu'on peut boire ça. Maintenant, vous mangez des légumes, il y en a qui font la salade aussi. Vous pouvez aussi faire, avant de manger la salade, il faut la laver avec l'eau javelisée, la même eau là. Vous nettoyez bien la salade, vous la gardez dans cette eau pendant 15 minutes, vous essorez, puis vous ajoutez les autres ingrédients, les oignons, n'importe quoi pour que ça se mange. C'est très important. Lavage des mains, laver les aliments, potabiliser l'eau. Maintenant, par rapport à l'environnement, j'ai dit le périphéral. Il faut éviter, même si j'ai la diarrhée, de faire les selles comme ça au quartier. Et maintenant, ceux qui n'ont pas de latrine, doivent comprendre que le fait d'ouvrir le tuyau de latrine dans le quartier est un acte très grave. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un a eu le vibrio dans vos latrines, c'est le microbe que vous disséminez dans le quartier. Les enfants jouent au ballon, les autres vendent comme je vois dans les photos là, les plantes quand même le sol. Tout ça peut apporter des contaminations graves. Maintenant, il y a des possibilités de neutraliser le contenu septique de
les toilettes avant de les jeter. Bon, pour ça, il y a des formules avec le sel et la chaux. Mais il y a des gens, des services d'hygiène dans vos districts de santé là, qui savent, en fonction du volume estimé de la latrine, qu'est-ce qu'il faut mettre pour les neutraliser avant d'ouvrir. Donc maintenant aussi, le comportement humain, il faut que chaque citoyen joue de ce côté-là. Et quand on est en période de choléra, tous ces gens qui vendent les aliments aux enfants qui vont à l'école, il faut les contrôler. C'est-à-dire que tous les yaourts artisanaux qu'on fait n'importe comment, qui ne sont pas pasteurisés, à la limite, à un moment donné, nous, on avait interdit ça pendant la période pour que les petits-enfants, vous savez que le poids d'un enfant, c'est 70% d'eau. Donc un enfant de bonne diarrhée, il est mort. Hein. Donc il faut aussi que dans les écoles, on s'assure que la disponibilité est là pour que les enfants lavent les mains. De toute façon, beaucoup d'écoles ont la disponibilité, puisque nous-mêmes, on en avait distribué abondamment pendant le coronavirus. Il faut que les écoles réactivent ces dispositifs pour que les enfants lavent les mains absolument. Il faut éviter tous les aliments qui sont suspects. Et puis voilà, voilà la part du citoyen par rapport à l'hygiène individuelle, l'hygiène de l'eau et l'hygiène de l'environnement. Maintenant, les communautaires vont faire le reste et les médicaux vont faire le reste. D'accord. Docteur Solé Jérémy, épidémiologiste et puis premier adjoint au super-maire de la ville de Douala, était donc notre invité. Pour résumer peut-être les différents conseils, il suffit tout simplement de garder l'hygiène près de soi et aussi d'avoir un bon comportement citoyen. Merci d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. D'ailleurs, c'était une édition spéciale pour faire le point sur le choléra au Cameroun, notamment dans la ville de Douala, et aussi, bien sûr, revenir sur les solutions qui sont mises en place par la communauté urbaine et, bien sûr, apporter des conseils en tant que médecin à toute la population. Le docteur Solé Jérémy et moi, nous nous en allons. Merci de rester sur Foyle Télévision.